Programme de l'après-midi. Alors là, on va aller directement à la cité de Carcassonne pour une visite guidée de la cité médiévale d'1h30. Ensuite, nous rejoindrons le conseil général, donc toujours à Carcassonne, pour une présentation du réseau des sites du pays cathare par le département. Nous irons ensuite à l'hôtel pour 20h30 et le dîner sera pris à 21h. Voilà pour le rappel du programme de cet après-midi. À tous et à toutes et bienvenue à Carcassonne. Je m'appelle Julien, c'est donc moi votre guide pour cette visite. On a là pour cette visite de Carcassonne environ 1h30 ensemble pour découvrir un petit peu l'histoire de la région, mais surtout l'histoire de Carcassonne, de la cité médiévale, un site qui est un site majeur du tourisme en France et surtout dans la région. On a un des ensembles d'architecture médiévale les plus importants d'Europe ici, à peu près 3 km de murailles quand on met tout bout à bout, 52 tours, et ça a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO en 1997, pour l'histoire qu'a ce lieu, pour le patrimoine que ça représente. C'est vrai que c'est Carcassonne, un lieu qui a une histoire tout à fait particulière et singulière. C'est ici une histoire qui est à la fois le reflet de l'histoire de l'unité du royaume de France et des royaumes d'Europe, et l'histoire de l'unité religieuse, catholique aussi, disons, à cause des événements qui se sont déroulés ici au Moyen-Âge, au début du XIIIe siècle plus particulièrement, quand il y a eu la fameuse guerre contre les cathares. C'était une religion dissidente, un christianisme dissident, qui cherchait à revenir vers les fondamentaux de la religion, une église primitive. Et ça a conduit à une guerre entre les barons du Nord et les seigneurs occitans de la région. Donc on va pouvoir, pendant la visite, expliquer un petit peu tout ça, clarifier tout ça, expliquer qui étaient ces cathares, qu'est-ce qui s'est passé ici durant cette guerre contre les seigneurs de la région, la croisade contre les Albigeois ou contre les cathares, comme on les appelle, et quelles ont été les conséquences de cette guerre pour la ville de Carcassonne. En temps de guerre, ça devenait un lieu redoutable. Imaginez double enceinte, vous savez que si les adversaires, les assaillants parviennent à franchir la première muraille, ils se retrouvent ici un peu piégés dans cet entrepôt. Ils se retrouvent exposés au tir des défenseurs, sans les outils nécessaires à l'assaut, isolés, séparés du reste des troupes. Pas très compliqué alors pour les éliminer, il suffit de lancer des contre-offensives. On peut notamment envoyer des charges de cavalerie. Imaginez ici des cavaliers en rang serré, bardés de métal, une fois en charge, ça me fait une vague de plusieurs tonnes qui viendrait balayer tous les assaillants. En temps de guerre, ça devenait un lieu redoutable. Imaginez double enceinte, vous savez que si les adversaires, les assaillants parviennent à franchir la première muraille, ils se retrouvent ici un peu piégés dans cet entrepôt. Ils se retrouvent exposés au tir des défenseurs, sans les outils nécessaires à l'assaut, isolés, séparés du reste des troupes. Pas très compliqué alors pour les éliminer, il suffit de lancer des contre-offensives. On peut notamment envoyer des charges de cavalerie. Imaginez ici des cavaliers en rang serré, bardés de métal, une fois en charge, ça me fait une vague de plusieurs tonnes qui viendrait balayer tous les assaillants qui se trouveraient dans l'entre-deux. De pierres de taille, de formes très diverses, ça correspond à différentes époques de construction. Je vous ai dit que dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, le lieu était occupé. On a retrouvé des traces de silos à grains, il devait y avoir principalement des bâtisses assez sommaires, en bois, quelque chose d'assez primitif finalement. Mais peu à peu, ça va se développer, évoluer, notamment avec différents envahisseurs. Ça va connaître tout un tas d'invasions successives dans ces premières heures. L'autre méthode, ça consiste aussi à employer la ruse, la trahison. On peut essayer d'acheter des soldats, tout simplement, pour qu'ils ouvrent les portes. Mais ici, les ingénieurs royaux ont tenté de protéger Carcassonne face à toute méthode d'invasion d'attaque. Des murs solides et tout un système défensif. Mais ils ont aussi doté ces portes, eh bien on le verra à l'intérieur, d'une citerne. Il y avait une grande citerne à l'intérieur, avec tout un système pour canaliser les eaux de pluie depuis les toitures, les recueillir dans la citerne. Donc ça veut dire que la cinquantaine de soldats nécessaires à défendre les portes ici avaient suffisamment d'eau en cas de siège. Et dans l'autre tour, on avait un saloir. Le sel, c'est comme l'or blanc au Moyen-Âge, ça permet de conserver la viande, la nourriture. L'équivalent d'une centaine de cochons ou de porcs pouvait être conservé en viande dans cette tour. Donc ils ont de quoi boire et manger. C'est-à-dire qu'ils peuvent résister de manière totalement indépendante. C'est vraiment le Moyen-Âge, le 16e siècle, mais ça permet d'imaginer un peu l'aspect de certaines de ces maisons avec l'encorbellement, là, cette avancée sur la rue. Une rue d'ailleurs qui, si on l'imagine au Moyen-Âge, était assez différente, pas de pavé. C'était de la terre battue souvent.
Et on peut quand même imaginer que déjà il y avait cette forme incurvée de façon à évacuer les déchets. Parce qu'on vit dans les rues avec le bétail, cochons, poulet, les rats, ça grouille un peu. Donc c'est extrêmement pollué, malodorant. Et donc on profite de cette hauteur qu'est la colline pour évacuer naturellement les eaux par écoulement naturel. Ça fait le nettoyage naturel. Mais bon, la tradition quand même, c'est pour les gens de marcher loin de ce caniveau, de ces miasmes au milieu de la rue, de tenir le haut du pavé, comme le veut l'expression consacrée. En particulier quand il y a ce genre de maison à Encorbellement, parce qu'on vit souvent à l'étage. Et à l'étage, quand ils ont des eaux sales, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la fenêtre, ils se penchent sur la rue, ils crient 3 fois « Garde à l'eau !» et ils tirent tout directement. Alors c'est sûr que dans ce cas-là, il vaut mieux tenir le haut du pavé, il vaut mieux se trouver là que là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Et en particulier, les riches s'offraient la priorité sur le haut de la rue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sens de l'expression, c'est qu'on a une situation favorable. Et il y en a beaucoup comme ça d'expressions, parfois sous des aspects très inattendus. On connaissait l'expression de glandeur, quand on dit que quelqu'un c'est un glandeur. C'est surprenant, mais en fait ça vient du Moyen-Âge à l'origine, cette expression. Au Moyen-Âge, le glandeur, c'est celui qui n'avait pas de terre à cultiver ou pas de travail, et qui n'avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Ça représente un arbre, hein. On voit le tronc en position centrale, les branches qui se développent de chaque côté. Et la portion du bas avait disparu au XVIIIe siècle, probablement, parce que quand le quartier était abandonné, les gamins ont jeté des pierres dans les vitraux, c'était manquant. Alors, avec Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, quand il est envoyé par Prosper Mérimée ici, il a un correspondant local, Jean-Pierre Crosperviel, et à deux, ils tentent de retrouver le motif d'origine. Sauf qu'ils ont fait une erreur d'interprétation. Ils ont confondu l'arbre de vie avec un arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'on a Adam et Ève représentés. Hein. Il se trouve que ce sont deux arbres qui, d'après la Bible, sont plantés par Dieu dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, c'est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui dont Adam et Ève vont goûter le fruit, ce qui leur vaudra d'être chassés du jardin d'Éden. C'est pour ça qu'ils sont représentés ici. Mais c'est une erreur de Viollet-le-Duc et de la Restauration. C'était pas ça le vrai message à l'origine. Le message, il se trouve un peu plus haut. Regardez, avec ce Christ en croix, cette croix rouge appuyée contre l'arbre. C'est là qu'il y a le vrai message, arbre de vie. C'est le symbole de ce Christ humain, qui meurt sur la croix, qui se sacrifie en quelque sorte, et qui va accéder au statut de Dieu. Il y a une association du bois de la croix avec ce bois de l'arbre de vie, cet arbre de l'immortalité, de la vie éternelle. C'est l'idée que ce Christ, homme, va devenir un Dieu. Il va accéder à l'immortalité, il va accéder au jardin d'Éden. Et par là, il ouvre aussi la voie à ses fidèles. Et c'est un Christ humain, c'est aussi symbolisé dans les inscriptions qu'il y a dans les branches, une sorte de phylactères, qui décrivent la passion du Christ, les souffrances, les tourments qu'il a dû endurer. Et dans les fruits, c'est davantage des descriptions des vertus du Christ. Donc un Christ humain, plein de vertus, mais qui souffre sur la croix, se sacrifie et accède, ouvre la voie vers cette immortalité, vers cet arbre de vie. C'est là qu'est la symbolique. Alors, vous voyez, on est maintenant devant le château ici. Ce château, c'est vraiment la forteresse à l'intérieur de la forteresse elle-même. C'est un peu, là, à Carcassonne, l'apparence d'une poupée russe. On ouvre la première couche et on retrouve une deuxième à l'identique à l'intérieur, avec à nouveau la barbacane, les doubles tours, double herse. Le même système a été appliqué. La différence peut-être sont les galeries de bois, ce qu'on appelle des ours. C'est une reconstitution du 19e siècle. C'était assez rarement utilisé en réalité ces ours. C'était un usage temporaire, c'était uniquement quand on était attaqué. Et c'était couvert de peaux d'animaux fraîchement équarris pour protéger du feu, protège des flammes. Et toute cette muraille, c'est aux Français qu'on la doit. C'est quand ils ont fait évoluer ce petit village occitan en une forteresse française qui défend la frontière. Avant ça, le château avait un aspect beaucoup moins défensif. On pouvait voir le donjon où vivait la famille Trincavel. C'est ici qu'ils résidaient. Ils étaient connus, les seigneurs occitans, pour leur valeur, disons, de noblesse de cœur dans les cours occitanes. Ils étaient aussi de grands mécènes. Hein, ils essayent de briller par le rayonnement culturel de leur cour. Alors ils se reçoivent des troubadours notamment dans leur château, comme le fameux Père Vidal, c'était un des grands troubadours de la région. On dit qu'il avait une très belle voix, qu'il avait beaucoup de succès auprès des dames. Et que lui n'avait d'intérêt que pour une seule. Parce que ces troubadours, ils vont créer une nouvelle forme d'art poétique, romantique, lyrique, presque un art de vivre finalement. Ce qu'ils ont appelé le fin globalement assez rapidement, c'est un peu difficile, j'ai préparé un PowerPoint de résumer 20 ans de ce programme et puis nos ambitions pour les 20 ans qui viennent, sur le programme de développement Pays Qatar, mais je vais essayer de le faire quand même assez rapidement pour qu'on puisse avoir un échange aussi ici. Donc c'est un territoire diversifié, mais là d'un chiffre, vous voyez un petit peu la population active.
avec l'agriculture 8% des emplois, l'industrie tout juste 9%, la construction et la prédominance évidemment de l'emploi dans le tertiaire, soit pratiquement 80% des emplois sont dans le tertiaire dans ce département, avec les chiffres de 2012, 14,5% de demandeurs d'emploi. On a donc 2 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors le canal du Midi qui traverse l'Aude, mais pas seulement, et puis la cité de Carcassonne. Une programmation culturelle. Avec du recul, là aussi, on a un regard, c'est des programmations individuelles. On ne peut pas dire qu'il y a une programmation de réseau, mais il y a une programmation culturelle avec certains de ces sites, comme la ville de Fontfroide, Jordi Saval. Voilà, on a une programmation quand même riche sur ces sites-là. Et puis des prestations touristiques qui se sont construites autour. Ben, je vous citais l'exemple du Santé-Qatar, Peyrepertus, du Yax ou Peyrepertus, donc qui est une commune de 140 habitants. 100 000 visiteurs par an, vous avez 3 restaurants sur la commune, des chambres d'hôtes, 2 hôtels, voilà, ça a permis donc vraiment l'économie sur une commune de 140 habitants. On est sur pas de Calais. Peu de temps après, notre église va devenir une église paroissiale, ouverte à tous les fidèles, à tous les villageois. Les bâtiments conventuels seront vendus tantôt à des particuliers, tantôt à l'État. Aujourd'hui, eh bien, c'est une propriété municipale depuis 2001 que l'on s'attelle à restaurer petit à petit. Alors, parmi les derniers travaux en date, on peut citer le réfectoire face à nous. Nous avons restauré il y a à peu près 10 ans. Il n'y avait que 2 murs. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Nous avons également restauré la toiture de ce bâtiment-là en 2010. Et puis, alors, on peut dire également que tout ce bâtiment-là, toute l'aile est, a été entièrement restauré entre octobre 2012 et juillet 2013. Voilà. Et on continue. On n'a pas fini encore, il y a encore du travail. Je pense notamment à ce toit orange qui n'est pas définitif. Vous voyez, là, l'enveloppe était trop courte, donc il faudra patienter encore un peu. Et c'est pas d'époque. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir les bâtiments. Nous commencerons par l'église. Alors, je vous laisse entrer. Vous ferez attention, vous avez une marche à l'entrée, 3 marches plus loin. Allez, donc, le premier bâtiment à découvrir, une église, comme je vous l'ai dit brièvement à l'extérieur, est toujours paroissiale. C'est une église qui est toujours en activité et qui bénéficie d'un seul office tous les 2 mois. Faute d'avoir un prêtre à Saint-Hilaire, nous avons recours à un prêtre itinérant qui vient de Limoux. Alors on est loin évidemment des 8 offices quotidiens qui rythmaient la journée des moines.
siècle, comme on atteste par exemple la qualité des chapiteaux, qui ont l'air quand même assez récents, ou bien encore la large. Alors ici, nous nous trouvons face au fameux sarcophage réalisé par le maître de Cabestany. On parle de sarcophage, mais en réalité, il ne s'agit là que d'un maître-autel reliquaire qui a été taillé dans un gros bloc de marbre blanc de Pyrénées à la fin du XIIe siècle. On l'appelle sarcophage parce que la forme et le style rappellent les sarcophages de l'Antiquité, comme on trouvait chez les Grecs, bien encore chez les Romains. Mais il n'y a absolument personne à l'intérieur. C'est un maître-autel destiné à recevoir des reliques hilaires, à démontrer entre les jambes des soldats, et ce sera le cas ici également au pied des jambes du bourreau. Voilà. Alors ici, donc, vous avez la scène du martyr à proprement dit. Alors de nouveau, sur la droite, on peut voir un bâtiment. Alors il ressemble fort à celui-ci, c'est normal, c'est toujours le même. On a toujours affaire au temple romain, sauf que celui-ci a été représenté renversé. Pourquoi? De manière à créer un véritable effet de style. Ici, on a l'impression d'avoir un véritable arc de triomphe. Et au-delà de cela, on peut voir que cet arc de triomphe vient couronner l'auréole du ciel. Ça crée un véritable halo de lumière, exactement de la même façon que l'on va représenter un Christ en gloire dans la sculpture romane. Ici, la figure de Cernay est associée à la figure du Christ. Ici, on reconnaît une curieuse, ils sont aux premières loges pour assister au spectacle du martyr. Vous reconnaissez ici le taureau qui annonce la suite des événements. Ici, on peut voir le Saint-Paul vivait dans une pauvreté extrême, ne possédait absolument aucun effet personnel et on leur donnait tout ce dont ils auraient besoin dans leur future vie. Ce dépouillement se traduisait également pour eux au point de vue de la forme. C'est un plafond dit à la française qui date de la toute fin du XVe siècle, aux alentours de 1495. Si les couleurs sont encore aussi vives, c'est que le plafond a été partiellement restauré au cours du XIXe siècle, en 1860. À la même époque, on fait faire ces peintures sur les murs, toujours au XIXe, qui évoquent les noms et dates d'élection des différents abbés qui ont été à la tête de notre abbaye. Et des tables monastiques. À l'échange, la communauté mangeait beaucoup de poules, de poissons, de volailles, de fruits, de légumes. Le pain devait être là à l'abondance, seulement il ne pas pour éviter les contacts visuels par la communauté, qui évidemment connaissait ce lecteur. Le but du fond de lecteur était de créer un véritable caisson de résonance. Sur un éperon rocheux, et elle se décline en deux niveaux différents. Au premier niveau, nous avons le cloître et les bâtiments conventuels, tandis que sur le deuxième niveau, nous avions d'autres bâtiments auxquels les moines n'avaient pas accès. Ils faisaient toujours partie de l'abbaye, mais étaient plutôt consacrés à tous les gens de l'extérieur. Il n'y avait pas de moines dits convents, comme on va trouver dans les abbayes cisterciennes. Pas de moines dits. Alors je vais commencer déjà par l'histoire un peu du village d'Arques. Vous êtes passé devant le village? Non, vous venez de par ici. Bon, donc on verra à l'étage, je vous montrerai le village, on a une vue imprenable sur notre village. Donc à l'époque du 9e siècle, on avait un château qui était au village et il nous reste simplement une tour castrale maintenant qui est l'église, on n'a plus rien. En fait, c'est Simon de Montfort qui est passé par ici pendant la croisade contre les Albigeois, qui a tout brûlé notre village, qui a pillé le château, enfin tout a été détruit. Et donc par la suite, il ne s'est pas du tout intéressé à notre territoire, il a dit je vais l'offrir en cadeau donc à un de ses lieutenants, donc, qui s'appelait Pierre de Voisin. Pierre de Voisin, pareil, il ne s'est pas trop intéressé à notre territoire. Il m'a dit, bon non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bon, par contre, je viendrai chercher les impôts quand même. Je vais venir chercher quand même des impôts.
Donc c'est son petit-fils en fait qui a commencé la construction de ce château. Donc vous allez visiter donc le donjon et cette partie aussi. Donc il se compose d'un donjon, d'une tour logis, d'une salle basse et d'une enceinte. Donc c'est un château qui est gothique. C'est la dernière salle qui a été construite au XIVe siècle donc par Gilles II. D'ailleurs qui est représenté ici en statue, vous voyez. Et en face c'est son épouse Françoise. Donc regardez bien, vous voyez bien que c'est une femme, c'est avec la coiffe et tous ces petits détails au niveau des manches avec les boutons. Voilà donc sa femme Françoise. Et ici c'est donc le roi de l'époque qui est représenté, Philippe le Bel. Alors vous pouvez voir, et après au XVIIIe siècle, c'était une cave à vin. Et quand ils ont, parce que la pièce était complètement enterrée, quand ils ont déterré la pièce, en fait ils ont retrouvé plein de bouteilles. Alors, vous avez le château, en fait, il est fait de grès et de calcaire, sur les côtés de calcaire et de grès sur cette face. Là, vous voyez au premier étage une porte. Le seigneur passait par cette porte, il ne passait pas par la porte des gardes. Alors, comment faisait-il, en fait? Alors, il n'y avait pas d'échelle, c'est pas par une échelle, il n'y avait pas d'escalier. En fait, il passait par un système de passerelles, parce que comme je vous ai dit, ça faisait tout le tour des murailles et il avait un système de passerelles pour passer directement au premier étage. Alors on va rentrer par ici et vous verrez la porte, en fait, elle a été refaite au XIXe siècle par les compagnons du devoir. C'était pas du tout ce genre de porte qu'il y avait au départ. Et ça a été refait au XIXe siècle. Oui, il n'y a qu'un escalier. Voilà, donc l'escalier à vis. Donc, dans les années 40, c'était juste après la guerre bien sûr, les viticulteurs de la région ne pouvaient pas vendre les raisins. Et ils ont décidé de former une cave, puisque nous sommes une des plus anciennes caves. Et tout simplement, au départ, ils étaient une dizaine de vignerons. Et vous allez mieux voir la photo là, vous allez comprendre. Et ils ont décidé de se regrouper. C'était le tout début de la coopération, si vous voulez, de se regrouper et de former une cave. Comme ça, ils ont dit, on sera plus fort et on vendra mieux nos raisins. Voilà. Donc au départ, ils étaient une dizaine, vous les voyez là-haut. Et ils ont attaqué, c'était une montagne ici, c'était une colline. Et ils ont attaqué la montagne, vous le voyez, à la pioche et au seau. Voilà. Et en 2 ans, ils avaient créé la petite société que vous voyez en bas, que je vous ferai voir à la maquette. C'est là où nous sommes, si vous voulez, ici. On appelle ça la partie béton. Zufrieden? Ja, ganz zufrieden. Tout le monde est content? Oui, d'accord.
Et Fangeau en a profité puisque c'est un point un peu stratégique au cœur du Lauragais. C'est un petit village, surtout basé sur cette hauteur à l'origine, et puis qui s'est développé ensuite tout autour, proche d'un petit cours d'eau, sur une colline qui domine les alentours. On profite à Fangeau d'un panorama sur les hauteurs tout à fait spectaculaire, sur les environs, avec une vue sur environ 7 départements. Donc c'est vrai que Fangeau, c'est un lieu tout à fait stratégique au niveau de la géographie dans la région. C'est une de ces collines sur lesquelles assez rapidement on a vu une implantation humaine. C'est un petit peu comme à Carcassonne, très rapidement, dans les premières heures de la construction de ces oppidums, ces villages fortifiés sur les hauteurs, on a vu une implantation donc humaine sur le site de Fangeau qu'on peut faire remonter un peu comme à Carcassonne, environ au 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et le nom de Fangeau, on dit que ça vient de la présence d'un temple dédié à Jupiter. À l'époque romaine, quand les Romains sont arrivés ici, il y avait dit-on, un temple dédié à Jupiter, Fanum Jovis, ça aurait donné par transformation Fangeau, le temple de Jupiter. C'est ce que veut la tradition orale ici pour Fangeau. C'est de là que viendrait le nom à l'origine de ça. Donc ici, pas de légende sur les cochons jetés comme à Carcassonne. Quelque chose de plus historique, disons. Et on va donc pouvoir faire un petit parcours dans le village. On va d'abord, je pense l'idéal, on va éviter la montée la plus raide. On va faire un petit peu le tour là-bas. On va monter en se dirigeant vers ce qu'ils appellent le belvédère et on va passer une des portes, une des anciennes portes du village, puisque la partie d'origine historique, elle se trouve ici. Et elle était fortifiée à une certaine époque, au XIIe siècle notamment. On avait environ 14 tours défensives. Ça présentait l'aspect un peu d'un castrum Fangeau, ce qu'on appelle un castrum, c'est-à-dire un village fortifié organisé autour d'une tour défensive qui appartenait au seigneur, un petit palais seigneurial, et après ça s'organisait en quartier fortifié défendu. Apportant une architecture qui est gotisante dans l'aspect, mais qui en réalité a été replaquée un petit peu plus tardivement. Donc vraiment, l'abbaye cistercienne, c'est un mode un peu nouveau qui apparaît de la vie monastique. Ça se développe beaucoup au XIIe siècle, à une époque où on est encore dans cette recherche de spiritualité, mais aussi au cœur même des abbayes. On essaye de réformer un petit peu. On était dans des abbayes bénédictines sur la règle de Saint-Benoît. Les cisterciens arrivent avec une idée de réforme de cette règle de Saint-Benoît. Alors on s'appuie toujours sur la règle de Saint-Benoît comme une base, mais on la réforme pour revenir vraiment à l'idée des pères du désert, les fondateurs de la notion d'abbaye autour de Saint-Antoine, les premiers ermitages en Égypte où des communautés s'organisaient autour d'un père spirituel. C'est ça qui est à la naissance de la vie monastique et c'est autour de ça qu'on veut se reconcentrer. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que dans les abbayes elles-mêmes, il y a un petit peu le même mouvement spirituel que chez les cathares, l'idée de revenir à quelque chose de plus austère et de plus sobre et de plus rude aussi, mais donc plus tourné vers le spirituel. On le voit à travers l'ordre des cisterciens, cette volonté. Et un des pères spirituels, d'ailleurs, de l'ordre de Cîteaux, le fameux Bernard de Clairvaux, c'est vraiment à lui qu'on voit l'extension et le développement autour de son charisme de ce grand personnage, eh bien, ça a été un des tout premiers à prêcher une guerre matérielle contre les cathares. Il a fait en 1145 un voyage à Albi. Et là-bas, les Albigeois l'ont très mal reçu. C'était un véritable fiasco son voyage à Albi, là où il est habitué à ce qu'on lui déroule un peu le tapis rouge. Là-bas, il est critiqué, conspué, il repart en disant que la seule façon qu'il y aura de convaincre les hérétiques qui vivent là-bas, qui sont de véritables hérétiques, ce sera, il fait toute une litanie, mais je vous résume la fin, l'idée majeure, c'est que la seule façon qu'il y aura de convaincre, ce ne sera pas par la parole, pas par le prêche, ce sera par le glaive matériel. Donc déjà à cette époque-là, le père spirituel des cisterciens appelle à une croisade contre l'hérésie dans son voyage. Et on en